sur la pédopornographie. On peut en dire un mot ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, depuis, vous êtes arrivé hier, quelle personne qui m'ont dit c'est extraordinaire. Le commandant Penalba, il m'a montré un truc sur la pédopornographie, sur Aix-en-Provence. Il y en a partout des gens qui sont connectés sur les sites de pédopornographie. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Malheureusement, c'est un domaine qui explose en fait avec les usages numériques. La pédopornographie était confinée dans les années 90 au tourisme, et on va dire au familial, local. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était difficilement, qui était peu diffusé. Maintenant, vous êtes tout seul devant votre ordinateur. Il faut imaginer ça quand même. Les gens sont sur leur machine le soir, tranquillement. Ils vont et comme vous savez, 80% des usages Internet sont liés plus ou moins au sexe et à la pornographie. Donc il y a énormément de gens qui... Alors il y a des fois j'ai entendu des remarques, c'est les hommes qui sont mal... Non, non, vous avez autant d'hommes que de femmes. Hein, autant d'hommes que de femmes. Et des fois même dans certains pays c'est plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Dans certains pays. Mais non, c'est quelque chose qui est naturel, on va dire, mais qui fait que vous êtes devant votre machine, vous allez sur un site, vous tapez les mots-clés qui vous intéressent, et le problème c'est que si vous tapez certains mots-clés comme jeune, young, voilà, et les moteurs ont des algorithmes qui vont faire en sorte de vous présenter des images de plus en plus, qui correspondent de plus en plus à vos goûts. Et à un moment donné, vous allez être confronté à des images pédopornographiques. Si vous cliquez sur ces choses-là, que vous vous rendez compte que c'est un intérêt, vous êtes seul devant votre écran, vous allez commencer à consulter. Donc il va y avoir une sorte de mise en relation avec ces sites-là, relativement discrète, ça va être un tout petit peu. Et si vous avez un intérêt, c'est-à-dire que, moi je considère qu'à ce moment-là, il y a une dualité dans l'être humain, c'est que où on dit c'est dégueulasse, je ferme, j'y retourne plus jamais, ou alors on se dit tiens, c'est intriguant, je vais commencer à regarder, et là vous avez deux phénomènes, c'est le phénomène d'accoutumement, c'est-à-dire j'en ai vu un peu, ben, j'en veux plus, de plus en plus, et moi je le vois sur le logiciel de surveillance qu'on a, vous avez des gens qui consultent une fois, deux fois, trois fois, ils arrêtent, et vous en avez qui consultent, et puis ça commence de un film, deux films, et après vous en avez 10, 20, 30, 100 dans le mois. Mais ça, ils ne passent pas forcément par Darknet. Ils passent, alors de plus en plus pour éviter d'être repérés par la police, évidemment, mais vous avez une courbe comme ça qui monte, et au bout d'un moment, vous avez des gens qui sont toute la nuit devant leur ordinateur, dès qu'ils reviennent du boulot, ils se mettent sur leur machine, et ils font que consommer comme ça. Donc vous avez des gens qui deviennent complètement addicts de ce genre de... Et ça, c'est un délit. C'est un délit. Alors, le téléchargement, la consultation, la détention, et tout ça sont des délits qui peuvent être punis assez sévèrement. Alors, évidemment, tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, c'est juste la consultation ». Le problème, c'est que quand vous êtes en train de consulter, j'en ai discuté souvent avec des psychiatres, le problème de la consultation fait que ça rend le passage à l'acte beaucoup plus facile. Oui. Ça n'évite pas, ce ne serait pas un moyen, par exemple, pour les malades de consulter ces trucs et ça leur évite de passer à l'acte. Alors ça, c'est en discussion dans les spécialistes. On en parle dans le Darknet. Les spécialistes sont partagés justement là-dessus. Est-ce que le fait de consulter des images va pouvoir être suffisant à assouvir cette passion, ou est-ce qu'au contraire, ça va amener? Les avis sont partagés. Ce que Pierre a pu constater dans sa pratique, c'est que quand il voyait une augmentation exponentielle, je dirais, de la consultation d'images, très souvent après, il y avait basculé dans le passage à l'acte. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur ceux qui disent « Oui, mais regardez des vidéos pornographiques, pédopornographiques, ben c'est juste regarder des images. » Il faut bien être conscient que c'est un marché, c'est un commerce. Donc il y a l'utilisateur, le consommateur d'images, mais il faut bien que ces images-là, à un moment, soient produites. Ces unités de production, je parle à dessein de façon un peu crue, vont très souvent se situer dans le cadre familial, que ce soit en Occident ou en Asie, c'est vraiment deux régions où il y a beaucoup de production. Dans le cadre familial, de production d'images pédopornographiques qui après vont servir à alimenter le marché. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que pour entrer dans les vidéos les plus dures, les plus épouvantables, il y a un système de montrer patte blanche, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès à la bibliothèque de ces vidéos, il va falloir soi-même
comme droit d'entrée en quelque sorte, proposer du contenu frais pour justement continuer à alimenter le marché. Donc le fait de consulter des images va forcément, par un mécanisme économique, je dirais, inciter à la production d'images. Ces gens qui vous laissent rentrer, ils ont peur d'être infiltrés. Ils vous demandent aucune identification. Non, parce que les réseaux sont très bien sécurisés pour eux. Vous savez, il y a 2 ans, on a trouvé, on savait que ça existait, mais on a trouvé des manuels en ligne, des PDF en ligne, pour les pédophiles, enfin les pédocriminels, qui expliquaient comment éviter d'être surveillé par le FBI, par la police française, qui expliquaient comment éviter la surveillance et comment stocker les données de façon sécurisée pour éviter que la police remonte jusqu'à vous. Ouais, il y a des gens qui se sont donné le mal d'expliquer le détail du fonctionnement de nos services pour éviter d'être remontés. Donc par exemple, il y a une des solutions qui est proposée, c'est de stocker les données chez un voisin. C'est très pratique, c'est très facile à faire. Vous mettez le disque dur ou vous piratez l'ordinateur du voisin et vous stockez les vidéos chez lui. Ce qui fait que si un jour il y a une perquisition, il n'y aura rien chez vous. Et s'il y a une perquisition chez le voisin, c'est lui qui va en tuer. Alors, ce qui est vrai pour la pédopornographie doit l'être également pour le terrorisme. Oui, oui, c'est vrai. C'est aussi un phénomène qui se développe énormément. Alors, la pédopornographie, c'est lié, on va dire, à un problème psychologique, je pense, parce que bon, c'est souvent lié à une difficulté existentielle. Je ne dirais pas que tout le monde peut devenir pédophile, mais moi j'ai vu des gens devenir pédophiles à 18 ans, 15 ans, 16 ans. J'en ai vu devenir à 70 ans, 80 ans. Alors qu'avant ils avaient été tout à fait clean, tout à fait classique. Donc c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Il ne faut pas croire qu'un pédophile c'est obligatoirement le vieux monsieur avec l'imperméable qui va près des écoles. Non, vous avez des gens, moi j'ai eu des médecins, j'ai eu des notaires, j'ai eu de tout, absolument de tout en face de moi. Et quand vous regardez ces gens-là, vous vous dites pourquoi? Et en explorant, parce qu'on reste 48 heures avec ces gens, on discute avec eux, on voit, il y a souvent une faille, il y a quelque chose qui est caché, mais il y a quelque chose. Mais c'est pas obligatoire que quelqu'un qui consulte une image devienne un pédophile, ça c'est heureusement. Mais c'est un danger majeur. Et le problème, c'est que comme il n'y a aucun contrôle, vous ne pouvez pas contrôler cet univers-là. Il y a malheureusement des enfants de plus en plus jeunes qui sont exposés à ce genre de contenu. Et plus on est jeune, plus on est immature, plus ça va avoir un impact sur le psychisme. C'est pour ça que ce livre a aussi cette fonction de dire aux parents, écoutez, il y a un univers, il y a beaucoup de parents qui disent, moi je maîtrise rien, je comprends rien, je ne sais pas, je leur fais confiance. Non. Alors on est opposé avec mon épouse, avec ma femme dans ce domaine-là. Moi je suis pour un contrôle et dire aux enfants, voilà, je veux contrôler ton ordinateur, je veux contrôler ton téléphone, je veux voir ce qui se passe. Abigail a une autre vision. Ils vont sur le téléphone du copain. Merci. C'est un double problème, c'est que l'attrait de l'interdit, ça a fonctionné depuis toujours. Dès qu'on est ado, si on l'interdit, on a encore plus envie d'y aller. Et avec en plus le fait que si c'est pas chez soi, ça va être chez le copain. L'avantage quand même de contrôler dans la demeure familiale, c'est qu'on va limiter en termes de quantité consommée. Quand on laisse un ado seul toute la nuit dans sa chambre avec son ordi, forcément c'est la porte ouverte, non seulement à ce type de visionnage-là, mais aussi à le rendre accessible à toute forme de propagande, y compris les propagandes terroristes. Donc le contrôle, oui, toujours quand même en l'avertissant pour essayer de garder ce lien. Moi j'insiste beaucoup sur le fait de garder un lien de confiance avec son ado, que ce soit vos enfants ou vos petits-enfants, peut-être pour certains d'entre vous. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils sachent, qu'ils puissent toujours faire appel à vous. Pierre disait, c'est très juste que techniquement, il y a de fortes chances que vous soyez dépassé, mais vous gardez votre valeur, votre rôle d'adulte responsable dans votre fonction de protéger les jeunes qui vous entourent. Et avec le Darknet, le problème est encore plus complexe, plus grave, je dirais, parce que les contenus pornographiques qu'on trouve sur Internet sont d'un certain niveau, mais dans le Darknet, justement, comme il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de répression, quasiment pas, les contenus vont être beaucoup plus violents. Et les enfants vont sur le Darknet? Les enfants peuvent aller sans problème. On a aussi, c'est un phénomène, et un des chapitres qu'on a appelé « Don't feed the YouTuber », ne nourrissez pas les YouTubeurs. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui, pour attirer du trafic sur leur chaîne YouTube,
vont faire des vidéos très sensationnalistes, avec des effets spéciaux, des musiques, etc., pour attirer les jeunes vers le Darknet, parce que c'est un sujet qui intéresse, donc ça va leur faire des vues, ça va les rémunérer financièrement. Le problème, c'est que ces jeunes, parfois très jeunes, il faut savoir déjà, sur l'Internet normal, la moyenne d'âge de vision du premier porno, c'est entre 10 et 12 ans. Quand ça a baissé, maintenant c'est devenu 9 ans. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'à 10-12 ans, ils peuvent très bien aller sur Darknet sans aucune difficulté. En 10 minutes, on peut s'y retrouver et ils vont être confrontés à des contenus d'une violence inimaginable pour nous adultes. Nous, quand on était jeunes, le porno, c'était le magazine tout en haut chez Marchand de Journaux. Mais les types de contenus... Tout en haut, moi, c'était caché. Ah bon, oui. Les types de contenus pour être dans le Darknet sont d'une violence stupéfiante. Donc, ce qui est effrayant, même sans parler du Darknet, tu vois, pornographie, vous l'avez dit, c'est que les enfants qui ont 10-12 ans et qui regardent ça, d'abord ils font des complexes terribles parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, et d'autre part, ils pensent que les femmes adorent les tournantes. Hein. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qu'on va trouver, c'est même pas du hardcore, c'est ce qu'on appelle le hurtcore, c'est-à-dire de la pornographie associée à de la violence, voire de la torture. Avec un double risque, c'est que d'une part, ça peut traumatiser les jeunes qui vont se retrouver face à ces images-là. Et deuxièmement, à une époque où se construit leur sexualité, ça va leur donner une image de la sexualité complètement biaisée, avec une image de la femme, parce que celle qui est torturée, dans 99% des cas, c'est une fille, ça leur donne une image de la femme et du type de rapport qui est très gravissime sur la construction de leur sexualité à venir. Moi j'ai une question à vous poser. À l'école, on met en garde contre le vieux monsieur qui a un imperméable et des cachons. Est-ce qu'on met en garde contre ça? Malheureusement, non. Malheureusement, il n'y a pas encore cette éducation. Vous savez, moi, j'ai fait une intervention. Enfin, une fois, j'étais appelé, je le raconte dans le premier livre, j'ai été appelé par une mère d'élève qui m'a dit « Pourquoi vous nous avez laissé un message comme ça de menace sur notre téléphone? Je ne comprends pas. » Moi, vous laissez un message de menace. Oui, ils ont dit que c'était la cybercriminalité, que vous aviez vu des fichiers pédopornographiques sur le téléphone de mon enfant, et qu'il fallait que vous en discutiez. En fait, un pédophile s'était fait passer pour un policier et avait laissé un message. Et la dame, elle a dit vu policier, cybercriminalité, elle a téléphoné, c'est eux. Donc moi j'étais devenu le pédophile qui voulait menacer son enfant pour s'arranger avec lui. Donc en fait ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cet enfant-là, il avait 10 ans. 10 ans. Il avait un téléphone et il pouvait effectivement se connecter, et il s'était connecté avec des copains sur des sites porno. Et à l'école, à la récréation, il ne jouait pas à la balle, il regardait la dernière double pénétration avec fisting et puis d'autres joyeusetés. Et entre copains, et puis c'était celui qui rigolait le plus en disant ouais c'est super. Oui, à 10 ans. Dire moi à 10 ans, je jouais au soldat. Ce qui est très inquiétant, hein, si on en croit. En général, dans les films, ceux qui jouent avec des petits soldats, c'est l'assassin. Ah, oui. Mais le problème, c'est que... Là, on a beaucoup parlé de sexe. Bon, on peut parler aussi de politique. Vous avez dit le côté un peu lumineux, c'est que ça permet de passer la censure d'État. Mais d'un autre côté, le Darknet doit permettre aux adorateurs de Shiva et aux amis d'Adolf Hitler de se retrouver. Oui, forcément, ça joue dans les deux sens. C'est un espace de libre expression, donc on va tout avoir. On parle à un moment dans le livre de Europe Écologie Les Bruns. Donc, vous connaissez sans doute Europe Écologie Les Verts. Il existe Europe Écologie Les Bruns. Donc c'est j'essaie de le dire de façon la plus mesurée possible, un regroupement néo-nazi, suprémaciste, antisémite, etc. Cela dit, juste un point de détail, ce qui nous paraît tout à fait monstrueux, aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de passer par le Darknet. Voilà. Alors, aux États-Unis, effectivement, d'ailleurs, les sites existaient, il y avait des sites qui étaient utilisables, visibles en France, mais que l'État a pu fermer, parce que justement, on est dans un État où ce sont des contenus qui n'ont pas droit de citer. Oui. Et donc, les sites étaient en train de renaître indéfiniment, en changeant à chaque fois ce qu'on appelle le nom de domaine, hein, le .com, .fun, etc. Et finalement, ils ont trouvé plus simple d'aller dans le Darknet, où là, les contenus sont visibles par tous, et des contenus d'une vulgarité, d'une violence vraiment extrême.
et qui vont servir aussi d'outils de propagande, effectivement. Tout se trouve, c'est ce qu'on a Samaritaine, on trouve de tout dans le Darknet. Ce qui est plus inquiétant encore, je trouve, que ce qu'on trouve dans le Darknet, c'est de penser qu'il y a des gens qui vont aller chercher ces contenus-là. Forcément, ils vont les trouver. Oui, parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vendeurs de drogue. C'est un marché. Juste, vous avez beaucoup parlé au début des côtés lumineux. Pour moi, on n'a pas vu beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme côté? Où est la lumière? Justement, cet accès à l'information, cet accès à la liberté d'expression. Quand on faisait des recherches sur le thème, notamment, je vais peut-être vous faire un peu sourire, on faisait des recherches sur le terrorisme. Donc là, moi, je n'ai pas pu aller très loin, parce qu'effectivement, il y a des points d'entrée que je ne pouvais pas passer. Donc Pierre, lui, par son expérience, avait créé ce qu'on appelle un profil légendaire, c'est-à-dire un profil qui existe depuis assez longtemps pour pouvoir être reconnu et digne d'entrée. Donc on était allé voir sur des sites djihadistes, donc on ne va pas en parler là parce que c'est vraiment là encore une extrême violence, les conseils de propagande, des vidéos de décapitation, etc., qu'on va trouver dans le Darknet. Et donc on avait trouvé ce site avec le drapeau noir du État islamique, en arabe, etc. Je continue moi mes recherches, parce que l'idée c'était que moi, petite néophyte, je me balade toute seule dans le Darknet, et je tombe sur un autre site où je vois encore un texte écrit, semble-t-il en arabe, avec un drapeau noir, et je m'approche, j'utilise un outil de traduction, et en fait, rien de tout ça, c'était pas de l'arabe, c'était du persan, et c'était donc un poète iranien, donc c'était pas du tout le drapeau de l'État islamique, c'était une petite chouette. Donc c'était un poète iranien qui avait trouvé là son seul espace d'expression possible, libre. Et par exemple, il y a des bibliothèques qui sont intégrées dans le dark web, des bibliothèques de livres que vous pouvez tous trouver ici, mais qu'on ne peut pas trouver dans beaucoup de pays où il y a de la censure. Donc vous avez des bibliothèques de plein, mais une quantité incroyable de livres, et vous avez de la musique aussi en radio. Ben, on s'est demandé au début, mais pourquoi il y a de la musique qui est diffusée en radio? Parce qu'il y a des cantates de bain. Il y a des pays où c'est complètement interdit, donc les gens, le seul endroit où ils peuvent aller chercher cette information et cette source de culture, c'est là. Et vous avez des espaces comme ça, vous baladez. Bon, alors vous avez effectivement le côté malsain, et c'est facile de l'éviter, et vous avez ces endroits où vous avez des gens qui vous mettent des sites d'énigmes, des réflexions. Alors, il y a aussi des complotistes, hein, je vous rassure. Mais il y a vraiment de tout dedans, et c'est un univers vraiment étrange si on met à part cette partie-là. C'est très difficile de faire la part des choses. Moi, je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout sur Internet, TikTok. Bon, moi, j'ai des petits-enfants qui sont toute la journée sur TikTok du matin au soir. Bon, j'exagère un peu, mais la pub que fait TikTok à la télé en ce moment, vous avez vu ce que c'est? C'est grâce à TikTok que vous allez aborder la culture par la lecture. Vous l'avez vu cette pub? Il y a les booktalkers, donc c'est vrai qu'il existe des groupes de lecture sur TikTok, tous les moyens, ce sont des moyens techniques, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, qui ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et oui, il y a des gens qui arrivent à la lecture par le biais de TikTok, et tant mieux. Le problème de TikTok, comme absolument de tous les réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait jamais qui est vraiment derrière l'écran. Et ça devient de plus en plus complexe maintenant, parce qu'on peut maintenant, avec le concept du deepfake, c'est-à-dire on peut très bien faire parler quelqu'un à son insu, on peut très bien mettre la tête de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre, plus rien n'est fiable vraiment à 100%. Et ça, nos enfants, nos petits-enfants qui baignent dans ce monde-là depuis leur naissance, ne voient pas forcément la différence. Et c'est à nous vraiment de les éduquer à ça, de les mettre en garde sur je ne sais jamais qui est derrière l'écran. Et TikTok, c'est un repère de pédocriminels qui sont passés pour d'autres enfants et qui vont demander après des vidéos un peu plus chaudes. Tu peux te mettre toi aussi enlever ton t-shirt, que je vois que voilà. Et puis après, c'est le début de l'engrenage. C'est pour ça que les parents doivent avoir un contrôle. Il faut du contrôle. Je veux mais aussi leur dire qu'ils sont là et qu'ils peuvent venir les aider, les rassurer en cas de... Bien, mesdames et messieurs, j'ai posé quelques questions. J'espère que vous n'étiez pas toutes idiotes, mais c'est un sujet qui nous concerne vraiment tous. Et j'aurais aimé qu'on ait une large passe du débat aux questions que vous s'étiez posées. Parce que ça vous concerne, tout le monde a une question à poser.